I'm very pleased to welcome Professor Pauline Byachika. She is the Vice-Chancellor of the Mbarara University of Science and Technology in Mbarara, Uganda. Epicentre is working since more than 20 years with the MUST in Uganda. And Dr. Claire Rieux, Medical Director of MSF OCP, for this first session, please. Bonjour à tous et à toutes. C'est vrai qu'on est très content aujourd'hui de pouvoir faire une première session en cancérologie. En 2018, quand on a commencé à se dire qu'on allait faire du cancer à MSF, je ne pense pas qu'on s'attendait à tous les obstacles et les embûches qu'on a pu avoir sur le chemin. On avait 3 grandes ambitions à ce moment-là. C'était faire des projets, montrer qu'il était faisable de traiter des patients atteints de cancer dans des pays à ressources limitées ou à fortes contraintes. Deuxièmement, faire du suivi de cohorte et de la recherche. Et troisièmement, développer l'accès. Alors, on a monté 2 projets. Alors, on avait déjà traité du cancer, en particulier les cas de sarcome de Kaposi, dans le cadre du VIH ou quelques lymphomes de Burkitt, mais s'engager de façon extrêmement volontariste pour traiter des cancers, et en particulier les cancers féminins, choisis parce que c'était les plus fréquents, parce que c'était ceux qui offraient des possibilités soit de prévention et ou de traitement. C'était quand même un sacré challenge. Au bout de 6 ans, on a maintenant 2 projets au Mali et au Malawi. On est encore sur une partie du chemin, on a encore beaucoup à apprendre de ces projets. Mais aujourd'hui, je pense qu'on est extrêmement content de pouvoir voir un peu le deuxième aspect, le deuxième axe stratégique qu'on voulait lancer, c'est-à-dire le suivi de cohorte et la recherche. Donc je ne vais pas parler plus longtemps parce que je pense que c'est bien de laisser beaucoup de temps à la discussion. Et donc je vais appeler les premières présentatrices qui sont Isabelle Amorós-Quiles et Nguyen Chen, pour la présentation de l'étude de PAVE Study au Malawi. So, good morning, everyone. It's a great honor to be here. It's a project in Malawi, so we will present in English. And thanks, Claire, for the introduction. And yeah, with a great pleasure, we are trying to open the day with everyone. And, we're presenting a study on the collaboration with the National Cancer Institute of the United States under the umbrella of PAVE study. And today we'll principally talk about the implementing HPV screening in a high burden setting of cervical cancer and our experience in Malawi. Does it work? Okay, thank you. So, cervical cancer is the most frequent cancer in women, and majority of cases and deaths are happening in low and middle income countries due to poor access to vaccination and pre-cancer screening. Malawi has the highest cervical mortality rate in the world. Yeah. This slide shows the cervical cancer natural history. More than 90% of cervical cancer is caused by human papillomavirus infection. While majority of the HPV infections will clear naturally, persistent high-risk HPV infection can lead to the development of cervical intraepithelial neoplasia, categorized as low-grade or CIN1, or high-grade lesions, CIN2 and 3, also known as precancer lesions, and eventually they can transform in a invasive cervical cancer. This carcinogenic transformation takes several years, and it can be influenced by the different type of HPV virus as well as the immunosuppression like HIV infection. Screening for precancer lesions is critical as they can be treated with a simple procedure called thermocoagulation, which has been proven to prevent progression to cervical cancer. There is several methods and algorithms that they can be used to screen for precancer lesions. VIA, or visual inspection with acetic acid, consists on the naked eye inspection of the cervix after application of acetic acid to detect already pre-existing precancer lesions.
Although it's not it's inexpensive and is widely used in low resource settings, BIS has a low predictive value and is highly dependent on the operator who takes the test. HPV testing detects the presence and the type of HPV DNA as soon as the cervix is infected. It is the most sensitive method. However, as many women will clear HPV before developing precancer lesions, its specificity it's low. The third method, called automatic visual evaluation, is under development. It's a device that takes digital images of the cervix. And finally, we have the histology, being the biopsy the gold standard to diagnose precancer lesions. MSF, in collaboration with Ministry of Health, we started the Comprehensive Cervical Cancer Program back in 2017, and the component of screening and treatment of precancer lesions is done by nurses and based at health center level. At the beginning, for screening, we were using the VIA, but we take the opportunity to participate in the PAVE study in collaboration with NCI to move to an HPV-based screen, triage, and treat approach. That means that currently we are using HPV testing as a primary screening test. For the ones that they are positive, a triage is done based on HPV genotype. So if the woman is positive for high-risk type, meaning HPV 16, 18, or 45, treatment is offered immediately. If they are negative, BIA is used as a secondary step. So the PAVE Malawi study had been implemented with the objective to assess the sensitivity of PAVE approach, meaning using the artificial intelligence augmented visual evaluation to be compared with the current MS triage algorithm. To classify the pre-cancer lesions, we defined it with the finding of CIN 2 or 3 under histology findings among HPV positive women. And of course, at the same time, we try to describe the population and the post-treatment outcomes. The methodology starts from we include women according to current recommendation eligible for HPV screening, aged 25 to 49 years old, excluding those already having a history of hysterectomy. For all the women agreed to participate, there will be a free of charge self-sampling HPV test being provided. And those women tested as negative of HPV infection are considered as very low risk of developing cervical cancer. So they will stop at this step. And those women tested positive with HPV infections will go further, as you can see in the graph, that to receive VIA evaluation, as Isabel has explained, AVE image capture, and then the biopsy as gold standard result to be compared with. And those, by stratifying the HPV genotyping tested results, those infected with high-risk HPV identified already in other study, 16, 18, and 45 will benefit directly from a thermocoagulation treatment. And those infected with other strains of HPV will only benefit from thermocoagulation when their VIA results was also positive. And all the thermocoagulated women will receive a follow-up at 6 weeks, 1 year, and 2 years. Now I would like to share with you some of the preliminary results we have. Overall, in the bigger picture, totally more than 6,000 women received the HPV testing. And among all the included women, almost half, 43.3%, were women living with HIV. The age range falls around the mean and medians around 37 to 40 years old. And most of the HIV positive included women are quite stable patients under ART antiretroviral treatment for more than 5 years. And as you can see in the middle column here, that there's a slightly higher prevalence of HPV infection among women living with HIV, reaching almost 50%.
And among those negative for HIV, the percentage was 35%. And a little bit similarly, among all the HPV positive women under 2 strata, we have roughly 5% of VIA positive and roughly 5% of precancer lesions identified by biopsy. So let's take a step further, closer to examine the results, because we would like to see the current triage methods, how well do they perform if we compare it to the gold standard. Now, if we tabulate the results already stratified by HIV positive and negative, when you tabulate, we take all the precancer lesions that we can identify as gold standard. You see approximately only 20% in both of the group are actually classified by VIA positive, as VIA positive. And then if we are comparing look at the result of how well the high-risk HPV, like I say, 16, 18, 45, how well does that perform in triaging the precancer lesions? Again, we saw a little bit improvements reaching almost 50%, but still not really covering most of the needs of precancer lesion needed to be treated in the community. So to sum up the previous 2 slides together, we will say that VIA is very limited in our setting, even used only as a triage to among HPV positive women. By using the new method of high-risk HPV defined by current evidence, we greatly improved, but still far from satisfying. And the current result, the finding of the genotyping, the prevalence of the Malawian HPV infection status in our cohort, triggered a reflection on whether or not should we include the 31 group. Because actually, sorry, I don't know, can I go back? I forgot to mention here, as you can see that the HPV 31 group actually represent a great proportion of the precancer lesion that we can identify in the environment. So, and at the same time, we are waiting for the AVE results coming from the principal study of PAVE to be released toward the end of the year. So I'll let Isaf continue with this. Oh yeah, okay. And some limitations and discussions on the current results. The inclusion was health center-based opportunistic inclusion. So we need to take into account before we extrapolate to the whole population of the whole catchment area. And among all the HPV positive women that we identified, there's only 70% who came back to collect their results and then further accept to the VIA, AVE, and biopsy collection. And among all the biopsy results that we collected, roughly 10% was concluded as insufficient samples for final diagnosis. All this to be taken into account in the interpretation. And then the major axis of discussion includes operational implications, because the result really urged strong implication in redesigning the protocol, but the reflection need to be well balanced with the capacity. And at the same time, we are waiting for more results to come to refine the final recommendation we can provide, including the follow-up of a post-thermocoagulation treatment, HPV 35 prevalence, which is the most oncogenic genotype in the 31 group, and then the AVE result. And just to conclude, we can say that cervical cancer screening using HPV testing is feasible in our setting with proven improved pre-cancer triage. The limits of existing recommendations on cervical cancer screening, especially the ones related with the HP31 category, as Comet just explained, and the need to adapt the current guidelines based on our results. Thank you. Merci beaucoup. Je vous propose qu'on passe directement à la présentation suivante et on fera les discussions sur les 3 présentations après. Donc, je vais appeler David Gore et Hélène Marijon pour la présentation sur l'étude descriptive et de survie des patientes dans le projet de Bamako au Mali. Bonjour.
Merci de nous laisser la possibilité de présenter aujourd'hui les résultats de l'étude de survie des femmes suivies pour un cancer du col de l'utérus et du sein, qui ont été suivies au Mali dans le cadre du partenariat entre le ministère de la Santé et MSF. Le cancer devient un problème de santé publique majeur en Afrique, avec une incidence qui est estimée qui devrait doubler, voire tripler d'ici 2050 selon l'OMS. Au Mali, comme l'a rappelé Claire tout à l'heure dans l'introduction, les deux principales causes de cancer dans la population générale sont les cancers du col de l'utérus et les cancers du sein. La survie reste limitée, comme l'a rapporté le docteur Sidibé dans une étude qui a été publiée en 2015, avec une survie à 3 ans dans les cancers du sein estimée à 13%. Cela peut s'expliquer par un certain nombre de difficultés, notamment des difficultés d'accès au diagnostic précoce et des difficultés d'accès aux soins, l'ensemble des soins étant réalisés dans la capitale à Bamako. Depuis 2018, MSF soutient le ministère de la Santé malien dans sa lutte contre le cancer, initialement en apportant un support dans les soins palliatifs, puis à partir de 2020, MSF a soutenu les campagnes de dépistage et de diagnostic précoce et a pris en charge l'ensemble des traitements curatifs et palliatifs. MSF a ensuite œuvré à réhabiliter le laboratoire d'anatomopathologie et a créé une unité de liaison qui a permis d'accompagner les femmes dans leur parcours de soins. En 2024, il a été décidé de mener une étude pour avoir une meilleure perception de la prise en charge des femmes atteintes d'un cancer du col de l'utérus ou du sein. L'objectif principal de cette étude était d'évaluer la survie globale des patientes. Les objectifs secondaires visaient à faire une analyse sociodémographique et tumorale des cohortes, à estimer la survie à 1 an, 2 ans et 3 ans, et à déterminer des facteurs associés à la survie. Les probabilités de survie globale. Alors, nous avons mené une analyse rétrospective des données des patients diagnostiqués entre 2019 et 2022, ayant bénéficié d'un soutien de la part de MSF et pris en charge dans l'un des 3 CHU de Bamako. Il faut rappeler que ces 3 CHU sont les principaux centres de référence pour la prise en charge des cancers au Mali. Les données relatives aux patientes ont été collectées par des oncologues impliqués dans la prise en charge sur des questionnaires. Les probabilités de survie globale à 1, 2 et 3 ans pour chaque type de cancer ont été estimées grâce à la méthode des Kaplan-Meier. Les différences de survie entre les groupes ont été évaluées à l'aide du test de log-rank. Les facteurs associés à la mortalité ont été évalués à l'aide du modèle de Cox. Ce modèle a été effectué sur des données imputées, car notre base comportait des données manquantes. Ensuite, une analyse de l'association entre la mortalité et le traitement reçu par les patientes ayant un stade avancé au diagnostic a été réalisé à l'aide du temps de survie moyen. Après sélection sur le sexe, l'épisode du cancer et la date de diagnostic anatomopathologique, nous avons inclus dans notre étude 341 patientes atteintes d'un cancer du col de l'utérus et 623 patientes atteintes d'un cancer du sein. Concernant le cancer du col de l'utérus, l'âge médian au diagnostic était de 54 ans. 75,2% des patientes avaient au moins un stade 3 au diagnostic. En fin de suivi, 31,9% des patientes étaient perdues de vue. Alors, le nombre de femmes diagnostiquées est passé de 21 en 2019 à 169 en 2022. En outre, la proportion des femmes ayant un stade précoce au diagnostic du cancer du col de l'utérus a été multipliée par 2, passant de 14% à 29% entre 2019 et 2022. Concernant le traitement, 48,4% des femmes avaient reçu la chimiothérapie seulement. 4,4% avaient reçu la chimioradiothérapie, 20,5% avaient reçu des soins de support seulement, 7,6% avaient reçu la chirurgie seulement et 19,1% avaient reçu la chimiothérapie associée à la chirurgie. Alors, premier résultat important pour le cancer du col de l'utérus. La survie globale à 1, 2 et 3 ans était respectivement de 88, 70 et 55%. En analyse ajustée, le risque de décès était plus faible de 53% chez les femmes ayant un stade précoce au diagnostic par rapport aux femmes ayant un stade avancé au diagnostic. Alors, concernant les résultats sur le traitement que je vais vous présenter,
Ce sont des résultats qui ont été réalisés uniquement chez les femmes ayant un stade avancé au diagnostic. Après un suivi de 3 ans, les patientes ayant reçu la chimiothérapie seulement avaient une survie moyenne supérieure, non statistiquement significative, d'environ 4 mois et demi par rapport à celles ayant reçu des soins de support seulement. De même, les patientes ayant reçu la chirurgie seulement avaient une survie moyenne supérieure non significative de plus de 2 mois et demi par rapport à celles ayant reçu des soins de support seulement. En outre, après un suivi de 3 ans, les patientes ayant bénéficié d'une chimiothérapie associée à une chirurgie avaient un gain de survie statistiquement significatif de plus de 10 mois par rapport à celles ayant reçu des soins de support seulement. Aussi, après un suivi de 3 ans, les patientes ayant reçu une chimio-radiothérapie avaient un gain de survie significatif d'environ 10 mois et demi par rapport à celles ayant reçu des soins de support seulement. Concernant le cancer du sein, l'âge médian au diagnostic était de 47 ans. 77,1% des femmes avaient au moins un stade 3 au diagnostic. En fin de suivi, 29,8% des patientes étaient perdues de vue. Le nombre de femmes diagnostiquées est passé de 40 en 2019 à 268 en 2022. En outre, la proportion des femmes ayant un stade précoce au diagnostic du cancer du sein a presque doublé, passant de 15 à 26% entre 2019 et 2022. Concernant le type moléculaire, 23,6% des patientes avaient un cancer triple négatif. Cependant, en considérant uniquement les résultats immunohistochimiques disponibles, c'est-à-dire sans les données manquantes, 54,5% des tumeurs étaient des tumeurs triple négatives. Concernant le traitement, 39,3% des femmes avaient reçu la chimiothérapie seulement, 6,4% avaient reçu la chimiothérapie associée à la chirurgie et la radiothérapie, 8% avaient reçu des soins de support seulement, 3,5% avaient reçu la chirurgie seulement et 42,7% avaient reçu la chimiothérapie associée à la chirurgie. Bien qu'étant associée à d'autres modalités de traitement, l'hormonothérapie a été reçue par seulement 8% des patientes atteintes d'un cancer du sein. Cependant, en considérant les patientes positives aux récepteurs hormonaux, on constate que 77% des patientes pour qui l'hormonothérapie était recommandée l'avaient reçue. Alors, premier résultat important pour le cancer du sein. La survie globale à 1, 2 et 3 ans était respectivement de 91, 80 et 72%. En analyse ajustée, le risque de décès était plus faible de 43% chez les femmes ayant un stade précoce au diagnostic comparé aux femmes ayant un stade avancé au diagnostic. Alors, les résultats concernant le traitement que je vais vous présenter là sont uniquement chez les femmes ayant un stade avancé au diagnostic. Après un suivi de 3 ans, les patientes ayant reçu la chimiothérapie seulement avaient une survie moyenne supérieure, non statistiquement significative, de 2 mois et demi par rapport à celles ayant reçu des soins de support seulement. De même, les patientes ayant reçu la chirurgie seulement avaient une survie moyenne supérieure non significative d'environ 7 mois par rapport à celles ayant reçu des soins de support seulement. En outre, après un suivi de 3 ans, les patientes ayant bénéficié d'une chimiothérapie associée à une chirurgie avaient un gain de survie statistiquement significatif de plus de 9 mois par rapport à celles ayant reçu des soins de support seulement. Aussi, après un suivi de 3 ans, les patientes ayant reçu la chimiothérapie associée à la chirurgie et la radiothérapie avaient un gain de survie significatif de plus de 12 mois par rapport à celles ayant reçu des soins de support seulement. Alors nous avons vu au fil des résultats que cette étude présente un certain nombre de limites. Il y a des limites d'ordre épidémiologique, avec un certain nombre de données manquantes. Ceci s'explique par le fait qu'il s'agit d'une étude rétrospective à partir de dossiers papier qui étaient sur différents centres et donc des difficultés de recueil. Il y a également un certain nombre de taux de perdu de vue qui est lié au fait que l'ensemble des femmes sont prises en charge de façon centralisée à Bamako, quel que soit leur lieu de résidence, et un certain nombre de patientes vivaient en dehors de Bamako.
Et un autre petit frein est le fait que dans cette étude, on n'a pas pu recueillir la survie sans progression. Il y a un certain nombre de limites d'ordre médical. On a vu que 3/4 des patientes se présentent à un stade très avancé de leur maladie, c'est-à-dire à un stade où elles ne sont pas éligibles à une chirurgie d'emblée. D'autre part, on se rend compte que la majorité des patientes n'ont pas pu recevoir le traitement optimal adapté à leur pathologie, notamment du fait de l'absence ou d'un accès très réduit à la radiothérapie dans les cancers du col de l'utérus, où seuls 4% des femmes ont reçu une radiochimiothérapie, alors que c'est la pierre angulaire de la prise en charge des femmes atteintes d'un cancer du col avancé. On a aussi noté qu'il y avait peu de patientes qui avaient reçu une hormonothérapie, avec des questions de savoir si dans les données manquantes de l'immunohistochimie, il y aurait une proportion plus importante de femmes hormonodépendantes. Malgré ces limites, cette étude rapporte des données de survie qui sont très intéressantes et des données de survie qui sont bien supérieures à celles rapportées par CDB en 2015 concernant les femmes avec un cancer du sein. Il y a un certain nombre de facteurs qui peuvent expliquer ces beaux résultats. Bien sûr, la prise en charge gratuite de l'ensemble des femmes, parce que le coût des chimiothérapies, de la chirurgie, de la radiothérapie est difficilement accessible pour la majorité des patientes. D'autre part, une approche multidisciplinaire. Chaque dossier a été discuté de façon individualisée en réunion de concertation pluridisciplinaire qui réunissent radiothérapeutes, oncologues et chirurgiens. Et on a vu qu'un certain nombre de patientes, lorsque la radiochimiothérapie n'était pas accessible, bénéficiaient du coup d'une chimiothérapie suivie d'une chirurgie avec des résultats en termes de survie qui semblent assez similaires. Enfin, les patientes ont pu bénéficier d'un accompagnement personnalisé avec l'unité de liaison qui leur a permis d'éviter de se perdre dans leur parcours de soins, notamment lorsqu'il faut passer d'un centre à un autre, entre la chimiothérapie, la radiothérapie ou la chirurgie. Et je rajouterai que la survie des patients qui ont bénéficié de soins de support uniquement est quand même supérieure à ce qu'on pouvait attendre et que le fait que toutes les patientes aient pu bénéficier de soins de support participe à cette bonne survie. Cette étude apporte aussi certaines perspectives. David a montré que le taux de prise en charge à un stade précoce a augmenté entre 2019 et 2022. Et ça arrivait en parallèle de la mise en place du soutien de MSF pour les campagnes de dépistage. Il faut inciter à poursuivre les efforts faits pour promouvoir ce diagnostic précoce. Et cela passe par une formation des personnels de santé aux techniques de dépistage de ces deux cancers, mais également par une éducation des femmes. Nous avons aussi montré qu'une prise en charge multidisciplinaire, même à un stade avancé, permet d'améliorer la prise en charge des patientes et leur survie. Et ceci incite à renforcer l'analyse et le rendu de l'immunohistochimie pour les cancers du sein et à promouvoir un accès régulier à la radiothérapie. Enfin, cette étude ouvre également la porte à des sujets de recherche peu étudiés en Afrique. Par exemple, y a-t-il des facteurs génétiques qui expliqueraient le jeune âge et la proportion de cancers triple négatifs pour les cancers du sein ? Est-ce qu'un dépistage du cancer du col associé à un screening HPV pourrait avoir un impact positif sur l'incidence des cancers du col ? Enfin, le suivi prospectif de cette cohorte permettrait d'avoir des données de survie à plus long terme, qui sont souvent manquantes en Afrique, et pourrait permettre d'y coupler une analyse sur la qualité de vie qui est peu étudiée. En conclusion, cette étude démontre la faisabilité d'une prise en charge oncologique multidisciplinaire et personnalisée dans les pays à ressources limitées, et offre des outils pour favoriser la recherche pour une meilleure compréhension et connaissance du cancer au Mali. Pour terminer, j'en profite pour remercier le ministère malien de la Santé, toutes les équipes MSF et tous nos co-investigateurs. All right, thank you very much, David and Helen. We now move away from cervical and breast cancer and move over to the children. I'd like to introduce our next speaker, who is Dr. Barnabas Atwine. Barnabas is a lecturer in the Department of Pediatrics and Child Health at Mbarara University of Science and Technology in southwestern Uganda. He's a pediatric hemato-oncologist, and he heads the Pediatric Cancer and Blood Diseases Service of Mbarara Regional Referral Hospital in Uganda. His research and clinical interests are in the psychological aspects of childhood cancer and their effects on treatment outcomes. He's also site PI of the Zero Abandonment Study, and he's also a PI, principal innovator of the PEDCAN mobile application aimed at linking primary healthcare workers
to cancer specialists in low-resource centers. He's going to speak to us about childhood cancer in Uganda, focusing on experience and the patient cohort at Mbarara Regional Referral Hospital. Over to you, Barnabas. Thank you very much, Professor Pauline, and thank you very much for having me. And in particular, I would like to talk about the challenge of delayed and missed diagnosis of cancer in the cohort that I'm going to describe. Childhood cancer is becoming an important cause of morbidity and mortality in children, and especially in the developing world, where basically out of the 400,000 children that are estimated to develop cancer worldwide, actually more than 80% live in the low and middle income countries. And Africa is home to 1 out of every 4 children that develop cancer worldwide. And in Uganda, our country, my country, we experience about 3,000 incidents of childhood cancer every year. And there are great disparities in the outcomes of childhood cancer worldwide, where much as 80% of children with cancer in the high-income countries cure, only 20% in the developing world actually do cure, which is really a very serious problem. And the reasons for poor outcomes among children in the developing world are really many, but one of them is delayed presentation, where children basically take delayed to present for treatment, diagnosis and treatment, usually with advanced disease that is not amenable to treatment. And that constitutes the diagnostic delay, and the diagnostic delay is that time between when patients start experiencing symptoms to when a diagnosis is made. And usually that is divided into either the patient delay, which is usually the time between the time the patient develops symptoms to when they contact the first physician or first health worker, and also the time, and then the physician delay is from that time to actually when a cancer diagnosis is made. And this becomes a problem because childhood cancer presents with acute and subacute symptoms that progress very, very fast. Unlike adult cancer, really, childhood cancer is an acute and subacute condition, and children will develop into advanced stage disease or death if diagnosis is not made in a very, very small window of time. And unfortunately, these symptoms that patients present with cancer in children, they mimic a lot of childhood symptoms of childhood infections, which are really common in Africa, more common in Africa. And so they cause a lot of diagnostic confusion, leading into either significantly delayed diagnosis or actually misdiagnosis completely. So that children present very late for diagnosis, or they actually never present at all and die in the process of seeking care. And so therefore, early recognition and treatment is extremely important. It's actually the only way that can actually control cancer in children, because there's no screening. Unlike adult cancer, there's no screening or prevention of cancer in children. So the only way you can actually prevent children from dying of cancer is actually identifying them in time and treating them appropriately. And unfortunately, children go through the referral system, which is really basically how children are referred in Uganda and most developing countries. They're basically referred from one level of healthcare to another, to another, to another. Most of the time, which those levels are really not able to diagnose cancer, but also which actually delays the diagnosis. Or actually, what actually happens is that children oscillate between medical, spiritual, and traditional care. And that even just makes the whole situation very, very difficult. And most of the time, by the time children reach a place where their cancer can be diagnosed, it's actually too late most of the time, and a lot of children die in the process, like I said. What actually would work for children with cancer is a direct referral system, where wherever the child is identified from, whatever level the child is identified from, they can actually be directly referred
to a center that has the capacity to diagnose and treat their cancer. And that's actually the only way we can actually get control of cancer in the developing world. And so in Uganda, as I said, we experience more than 2,000 incidents of cancer, childhood cancer every year, but only about 1,000 of those children are diagnosed in the 4 treatment centers in the country. And at our center, we admit about 110 patients per year, when actually we expect, from the epidemiology of cancer that has been published by Global Can, we expect about 400 incidents of cancer in our catchment area around our hospital. And so we did a study, and the objectives of this study was to describe the patient, disease, and treatment outcomes, characteristics of children that had been admitted at our center, Mbarara Regional Referral Hospital, over the last 3 years. And we aimed especially to estimate the average time to presentation of cancer from the onset of symptoms. And we hope that this will guide a data repository for prospective studies in the future and further research, support further research to understand barriers to early diagnosis and hopefully aid in formulation of interventions that can improve early diagnosis in children. And so I did a retrospective chart review earlier this year, and of children less than 18 years who have been diagnosed with cancer over the past 3 years. And we use different descriptive statistic methods and Kaplan-Meier curves to assess basically simple patient outcomes. I think the most important thing about this is that most children presented with either swellings or anemia. And generally, that is really how cancer really generally presents in children. So the children have a swelling or a lump somewhere, and they basically tend to present with anemia because leukemia causes anemia, and all the other cancers cause a swelling or a lump somewhere. And we actually found that it takes about 3 months between the onset of, an average of 3 months, between the onset of symptoms to when actually the child finally presents to our center for diagnosis. And as you can see, that most of the time, shortly after they're presented, actually the diagnosis is made and treatment starts in a very, very short time. So the problem is actually the time that children can take to actually present at our center for treatment and for diagnosis. And we found that Wilms tumor, also called nephroblastoma, and Burkitt lymphoma, and acute lymphoblastic leukemia were the commonest cancers that we diagnose at our center. And these are really outcomes of children with cancer at our center. And you can see that a lot of children still die during treatment, and a lot of children also still abandon treatment, which is which is a very, very big problem. And overall, I think I'm looking for a point. Oh, yes, overall, this curve shows the survival of the whole cohort, and we can see that in about 3 years. We have about 40% of the children still alive overall. And that ranges from acute lymphoblastic leukemia, which actually has the lowest survival, to Hodgkin lymphoma, which is generally a very curable disease, generally speaking. And so our main observation was that it takes about an average of 3 months from onset of symptoms to presentation of cancer at our centers, or presentation of children at our center, and that Wilms tumor, Burkitt lymphoma, and acute lymphoblastic leukemia, the commonest cancers, are that overall there's really, generally there's low overall survival apart from Hodgkin lymphoma, and there's still high treatment abandonment rates in our setting. And we hope that we can support the Pediatric Cancer Unit to conduct further research to understand this problem, where we're actually able to describe the patient and
caregiver experience from the onset of symptoms to actually when they receive treatment. And also, we can look at caregiver and health system-related delays to diagnosis, and also hopefully develop an algorithm to support early recognition of cancer and appropriate referral. And hopefully we can contribute to improving childhood cancer outcomes, not only in Uganda, but generally in the developing world. And we can restore the smiles of children. That is, Isaac, he had just completed the battle against stage 3 bucket lymphoma. And we can restore him to a smile together with his father in the background when we've been able to take care of these challenges that affect children in the developing world. Thank you very, very much, and especially the people who supported me in this. Thank you so much. Thank you, Barnabas, for your presentation. Very well presented. Please come and take a seat over here. We have listened to HPV screening for cervical cancer, cervical and breast cancer survival of patients, and we have also listened to childhood cancer from a presentation from Uganda. I now open up the discussion, questions, any additions or questions to the presenters. Please, when you stand up to ask a question, tell us who you're directing the question to. Thanks so much for all of your talks. This is actually a question for all of you, I suppose. I'm curious, you mentioned the increasing rates of cancer that you've observed, sir. I was curious, to what do you attribute that in each of your contexts? Is that population growth? Is that exposure to something in the environment? To what, in each of your contexts, do you find what's driving that, and how might we prevent it potentially? Thank you. Dr. Barnabas, you want to answer? And I can add something also, if needed. Yeah, thank you very much. That's a very important question. But generally for childhood cancer in Africa, the understanding, or the developing world, the understanding is because that's where children are being born generally. Half of our population in Uganda is below 15 years. So we account for about 49 million people, and half of that is below 15 years. And that is really as opposed to so many other population dynamics in the developing world, in the high-income countries. So I think the huge numbers of childhood cancer in the low and middle-income countries, really for now, are mainly, in terms of estimates of incidents, are mainly really because of the dynamics of the population. But also, childhood cancer, or cancer in general, is getting a bit of attention now in the low and middle income countries. It's getting attention. Most of these places, especially Uganda, we're just basically getting out of HIV pandemic and malaria and diarrhea and pneumonia. And that is actually being taken care of to a level. And so now we are realizing, oh, okay, so now actually we can take care of cancer. So it's both population dynamics, but also increased capacity to diagnose and having programs that are actually looking for these children. Yeah, thank you so much. Et si je me permets d'ajouter, il y a tout simplement aussi l'augmentation de l'espérance de vie dans les pays dans lesquels on travaille, l'augmentation de la démographie sont des facteurs importants, d'un certain nombre de facteurs de risque, le surpoids, l'alimentation, le tabac, etc. Et puis il y a peut-être des facteurs génétiques et environnementaux qu'on va découvrir au fil des études. Alors bonjour tout le monde. Je vais devoir me présenter. Je suis le professeur Adaka Luseni. Je suis doyen de faculté à l'université Nandi-Kodam Clodo de Maradi au Niger. Alors c'est un plaisir réel d'être parmi vous. C'est pour la première fois, c'est vrai. Mais le thème développé, celui du cancer,
m'intéresse à plus d'un titre parce que je suis chirurgien de formation. Alors, la problématique qui est là posée, je vais juste emboîter le pas par rapport à ce qu'elle a dit, celle qui a posé la question et ce que les collègues ont présenté comme résultat. Le challenge pour nous qui sommes dans les pays les moins nantis, les pays sous-développés, comme on le dit entre griffes, c'est un problème de retard. Vous voyez, vous avez présenté des chiffres, plus de 50% à l'heure du diagnostic sont des cas dépassés. Donc, pour nous, on sait bien que en agissant, c'est-à-dire les malades qui nous viennent, qui sont dépassés, on ne peut rien faire. C'est un accompagnement. Vous avez dit les soins palliatifs, vous avez comparé la prise en charge d'un patient qui est sous chimiothérapie, qui a été opéré ou radiothérapie. La survie est meilleure que celui-là pour qui on n'a rien fait. Donc le challenge, il n'est pas celui de recevoir nos malades dans quelque centre que ce soit, mais c'est la prévention. Donc le cancer, il ne faut pas qu'il se déclare. Donc c'est pourquoi le gap entre les pays qui sont développés et les pays qui sont les moins nantis, il est grand, le fossé est grand, parce que le diagnostic se fait early cancer, comme on dit. Donc maintenant, pour nous, la question que je me pose, qu'est-ce que vous apportez pour nous pour développer ces aspects qui sont ceux du diagnostic précoce? Donc du dépistage, de l'information pour la population, parce que chez nous, les gens, pour des petits signes, ne vont pas aller se faire soigner. Ils vont laisser quand tout ne va pas, ou quelqu'un à côté qui remarque, qui va aller dire, bon, toi, nécessairement, il faut que tu partes à l'hôpital, parce que... Alors, en ce temps-là, c'est dépassé. Alors, qu'est-ce que vous nous proposez de façon concrète? Parce que c'est ça. Par exemple, si je prends chez nous, les cancers colorectaux, depuis qu'on a développé les moyens diagnostiques, on les voit à l'âge jeune. Et tu mets juste ton doigt, tu trouves une grosse masse qui est là à l'anus, pour laquelle tu ne peux rien faire. Alors que bon, la personne, elle a traîné pendant 3-4 ans à cette pathologie. Donc, concrètement, qu'est-ce que vous nous proposez? Parce que là, il faut des programmes bien ficelés de dépistage, de prévention, ainsi de suite, pour qu'au moins qu'on arrive à élever le niveau de diagnostic et de prise en charge de nos patients. Donc ça, c'est juste pour ma contribution. Et puis, je pense que les débats vont continuer dans les couloirs. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je ne sais pas si les collègues veulent intervenir, mais déjà sur le cancer du col de l'utérus, c'est quand même un des cancers qu'on peut prévenir, qu'on pourrait même éradiquer, puisqu'il y a certains pays, comme l'Australie, qui disent qu'ils n'ont quasiment plus de cancer du col. Donc c'est aussi commencer par les cancers sur lesquels on a des moyens de prévention, ce qui n'est pas tout le cas. Le cancer colorectal, vous avez raison, c'est aussi quelque chose auquel on devrait s'intéresser. Et ce qui est intéressant dans l'étude PAV, c'était aussi par rapport à tous les moyens de dépistage, quels sont les meilleurs, quels sont ceux qu'on utilise depuis longtemps, comme l'inspection visuelle qui montre que finalement ce n'est quand même pas très efficace versus d'autres moyens. Mais bon, c'est un grand débat et d'où l'intérêt aussi de travailler en pédiatrie sur le diagnostic précoce qui sera plutôt clinique. Dr Michon. I'm Jean Michon, I'm former head of the pediatric cancer unit of Institut Curie in Paris. I wanted to ask a question to Dr. Barnabas Atwin. You showed very well that the poor outcome that you have in your cohort is probably related to late diagnosis and abandonment, because like 50% of the patients either die during treatment or just abandon treatment. In your proposal to have early diagnosis, you will probably be efficient, I hope. But don't you fear that you are going to have more and more patients, because for now you are probably missing 3/4 of the patients who have cancer in your area of expertise. So how do you envision the future of your own unit that you are preparing to collect much more patients?
And how are you going to face that overwhelming a number of patients coming to your place if you are efficient in the early diagnosis protocol? Yeah, thank you very much, John. And that's an interesting question. And actually, other people have asked me that question. But I think there are two responses to that. When patients come early, actually, it is easier to treat them. We use simpler protocols because their cancer is still young and so can respond to simpler protocols that are less toxic and take less time. And so we think, but also that's the only way we can do it, because much as for you, like now in Paris, if a child comes with stage 4 osteosarcoma, you have everything to throw at them and to provide a cure for them. For us, the child has to come when in stage 1 or stage 2 for us to offer meaningful survival. And so we think that when children come, they'll come early and then they'll be easier to treat. But also, I think we want to create that problem. I think it's okay to create that problem of overwhelming numbers. Then we can use that for advocacy, for more resources, for more support. And yes, I think for us, I prefer that problem than the problem of them not coming at all. Thank you very much for that question. Just to add, thank you very much. Thank you for the question, and I agree with Barnabas that it's better to create the problem, sensitize the population so that they can come earlier to seek care. Now, working with Mbarara Regional Referral Hospital and Mbarara University of Science and Technology, we have been in discussions to roll out capacity building, to train more oncologists, pediatric oncologists, and also expand the unit to be able to provide care. So I agree with Barnabas. Let's go out, sensitize the population on better health-seeking behavior, seeking care early enough, and improve our diagnostics as well as improve care so that we can get these children to survive. Thank you very much for the question. Next question. Please go ahead. Hello, thanks so much. Craig Tipple, Medical Director of the Drugs for Neglected Diseases Initiative, DNDi. My question was for the presenters from Mali. To some extent, what you presented was if patients are receiving radio chemo surgery, they do better. I suppose from my perspective, and you also noted that access to care, being a barrier, obviously, to better treatment outcomes. I suppose from my perspective, and maybe unsurprisingly, do you consider that one of those barriers is access to drugs? And if so, what's driving that? Cost, availability, the right clinical trials, what can we be doing to improve cancer outcomes in that population from a drug development perspective or availability perspective? Or is that not a problem at all? Thanks. Merci pour votre question. Dans notre étude là au Mali, l'accès en tout cas à la chimiothérapie il n'y avait pas de souci d'accès puisque tout ça a été fourni par MSF et du coup il n'y avait pas de problème non plus pour les patients pour la prise en charge du coût puisque tout était pris en charge par MSF. Mais c'est vrai qu'en Afrique c'est un gros problème l'accès aux chimiothérapies. Il y a une branche, je ne sais pas si chez MSF qui travaille pour permettre un meilleur accès aux chimiothérapies qui est en train de se développer avec toute une équipe de pharmaciens qui a mis en route, qui a fait une étude déjà pilote sur 5 pays à ressources limitées. On s'est rendu compte que le coût de la chimiothérapie était plus important dans ces pays que le coût en France. Et donc on est en train d'essayer sur une phase pilote de permettre, quand il y a des manques dans le pays, de faire une commande auprès de cette pharmacie qui transmet de façon rapide les chimiothérapies qui sont nécessaires pour la poursuite des traitements des patientes. Donc c'est quelque chose qui est en train de débuter, auquel on s'intéresse et qui offrira peut-être une réponse et une amélioration de la prise en charge des patientes dans les pays à ressources limitées.
Si je peux compléter, donc dans la structure MSF Access, parmi les 7 priorités de tout le mouvement MSF de travail, le cancer a été mis comme une des priorités en termes d'accès. Et on est très content aujourd'hui parce qu'on a la chance d'avoir le docteur Ophira Ginsburg qui est ici oncologiste et une experte de la globale oncologie, avec Christophe Chevalier pour travailler pendant 3-4 mois sur vraiment quelle stratégie on doit adopter, parce que vous voyez que le cancer, il y a les drogues, mais ce n'est pas non plus le seul problème. Si on n'a pas de diagnostic, on ne peut rien faire. Si on n'a pas de radiothérapie, on ne peut rien faire, etc. Donc c'est voir globalement là où MSF, avec d'autres partenaires, pourrait être utile, mais clairement, de militer, en tout cas d'avoir des initiatives d'accès, c'est quelque chose qui est très important pour nous et qui est en train là de vraiment démarrer. Alors, il y a des questions en ligne. Docteur Ruben de République démocratique du Congo, Goma, quelle a été la place de la psychothérapie dans le diagnostic et la prise en charge du cancer du col de l'utérus et du sein? Donc, c'est, je pense, une question pour le Mali, mais aussi le Malawi, mais enfin le Mali surtout. Je pense que sur nos 2 projets, que ce soit au Mali ou au Malawi, il y a l'unité de soins de support qui joue un rôle important, qui comporte en effet des psychothérapeutes, qui comporte aussi un accompagnement d'un point de vue nutritionnel, d'un point de vue social, parce que les traitements sont pris en compte, sont pris en charge par MSF, mais il y a aussi le problème des transports pour se rendre jusque dans la capitale ou jusqu'à Blantyre. Et donc il y a toute une unité de soins de support qui a été mise en place de façon à pouvoir aider les patientes aussi sur cet accompagnement-là. Au Mali, on a aussi participé à une étude Cenovi qui permet d'avoir une approche, alors c'est pas que psychologique, c'est aussi mieux comprendre la perception du cancer par les femmes, qui est dédiée pour les femmes atteintes d'un cancer du sein et qui est toujours en cours. Merci. J'ai une autre question de Tambe Elvis Akem. Thanks for your excellent presentation. Question of cervical cancer. Given high HPV 35 prevalence among participants, is genomic surveillance in place nationally to guide future HPV vaccine selection? Excellent question. That's all what we're hoping to have as a question, because in fact, the prevalence of HPV 35 is one of the sub-study of PAVE, and it's really a great occasion to show the prevalence of HPV 35, particularly in the setting where with the most of the burden, most of the mortality, and with a hope to probably integrate HPV 35 into the next generation of vaccine that could be bring a step forward in the objective of in line with WHO to eliminate cervical cancer, in fact, currently. So yeah, that's really part of the objective. Another access issue. D'autres questions? Alors, moi, je vais en profiter. Je voulais savoir votre expérience aussi, puisque du coup, le test HPV, c'est un autotest qui est fait par les femmes. Est-ce que vous avez déjà une expérience sur la façon dont c'est ressenti, dont c'est fait, et l'acceptabilité, la faisabilité de cet autotest, qui est quand même quelque chose d'important, puisqu'on essaye au maximum de pouvoir engager aussi les femmes dans leurs soins? In fact, the self-sampling HPV testing has been proven in many other settings, other LMIC countries, and even in various different settings with much higher acceptability and improves access as well. And just logistically, in certain area, for example, when it's really far, there might be some logistic obstacles to overcome. But in overall, there's super good acceptability. The women prefer this test, and I think that have been proven in other environment. And currently, very soon, MSF is carrying out a survey as well. And with this question particularly integrated in the survey to really establish a good evidence on how the Malawian population with whom we work with, their perception, because there were some, according to the field team, they
there could be some doubt, even the women themselves, like they are probably not sure about, am I doing the test correctly? There could be certain doubt on themselves, or like, does the women, they themselves trust the result that they collect by themselves? There's this refine the further step question that we are still working on. I hope that answers. D'autres questions? J'en profite puisque j'ai le micro encore. C'est une question pour David et Hélène. Finalement, vous montrez que, bon, on sait que malheureusement, les traitements optimaux n'ont pas été faits pour une grande majorité des femmes, mais on a quand même des résultats encourageants quand on allie un certain nombre d'options thérapeutiques. Mais quand finalement on fait que de la chimiothérapie par rapport à des soins de support, est-ce qu'on pourrait d'ores et déjà dire maintenant, ou est-ce qu'il faut plus d'études pour dire et pour montrer que finalement ça ne sert pas à grand-chose de faire simplement une option thérapeutique et qu'il faut vraiment s'engager pour l'ensemble des options thérapeutiques? C'est une question un peu difficile, je sais. Alors, je la pose aussi parce que effectivement, dans ces pays-là, quand les oncologues sont face à des patientes et que la radiothérapie n'est pas disponible, la chirurgie n'a pas été faite, on est tenté quand même de faire quelque chose. Et ce n'est pas toujours peut-être profitable pour les patientes. Ça fait partie des limites de l'étude, c'est qu'on n'a pas étudié la qualité de vie des patientes. Je pense que sur des stades avancés, les patientes sont souvent symptomatiques et qu'une chimiothérapie, même si elle n'augmente pas de façon significative la survie, elle peut apporter un bénéfice en termes de qualité de vie, avec une maîtrise des symptômes, une plaie qui va moins saigner, qui va être moins malodorante, qui ne va pas se surinfecter. Je pense que ça a quand même un bénéfice. Et là, dans les 2 cohortes qu'on a eues, il y a quand même une amélioration de la survie. Elle n'était pas significative, mais je pense que nos patientes en soins de support ont déjà une meilleure survie que ce qu'on peut attendre de l'absence d'accompagnement total. Et quand on rajoute la chimio, il y a quand même un bénéfice de 3 mois, mais c'est sur des maladies, ou 3-4 mois, sur des maladies qui sont très évoluées. C'est quand même un petit quelque chose. Donc je pense qu'il faut pousser en effet pour un diagnostic plus précoce, mais probablement que la chimio, elle peut avoir un rôle quand même pour contrôler certains symptômes et pour améliorer la qualité de vie des patientes. All right. Okay, thank you very much. I would like to thank my co-moderator, Claire. Thank you for moderating the session. Let's give a big round of applause to our presenters. Thank you very much.